Toi? Nickel. Et ben c'est parti. Bon, je n'étais pas très inspiré pour le nom, j'avais déjà dit à Colin quand il m'a demandé le nom de la conférence et donc de ce qu'on allait faire. Donc en tout cas, ça va être un format d'aller-retour entre des notions théoriques et puis du live coding. Comprendre comment est-ce qu'on fait, on met en œuvre du TDD et surtout de démystifier ceci, donc de se dire finalement c'est quelque chose de très très accessible. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir et on va essayer finalement d'appuyer sur certains points importants. Et voilà. Donc, ce démarrage TDD accéléré, je vais me présenter pour commencer. Très modestement, du moment de la disparition des dinosaures, il y a à peu près 66 millions d'années, jusqu'à maintenant, mon expérience. Donc, j'ai fait à peu près 9 ans de développement et puis d'architecture solution dans ma carrière, où j'ai toujours essayé de mettre en place, de manière générale, de la qualité, d'essayer de cerner ce qu'était de la qualité, en y arrivant très, très maladroitement. Moi aussi, j'ai eu mes petites comètes qui sont arrivées, qui ont été 3 consultants finalement d'Hippon Technologies qui sont arrivés sur ma mission. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, en fait, j'ai certainement loupé la moitié de ma carrière à minima. Il faut sûrement que je réapprenne les fondamentaux de mon métier. Donc c'est là où ça m'a fait plaisir. Parce que du coup, je suis arrivé chez Hippon, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a un petit peu retourné le cerveau pendant au moins un mois en TDD. Et du coup, finalement, ce retour d'expérience ici, c'est d'essayer de synthétiser ces 4 ans de pratique du TDD. Si j'avais pu effectivement cerner quelques points clés qui étaient importants à comprendre assez rapidement, et je vais essayer de les synthétiser finalement dans cette conférence ici présente. Et voilà, et depuis que je pratique du TDD, je trouve que il y a trop de choses qui roulent, c'est génial. Donc j'espère vous transmettre ce plaisir si ce n'est pas déjà le cas. Je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui font du TDD. Qui est-ce qui pratique du TDD ici au quotidien? Il y a une bonne moitié. Ok. Donc sur votre projet, et qui est-ce qui a déjà essayé du TDD mais qui ne peut pas le mettre en œuvre au quotidien pour l'instant? Il y a quelques-uns encore. Ça marche. Eh bien allez. C'est parti. Donc 4.1 font 3. C'était un fait juste pour récupérer cette petite belette jaune. C'est la saison du potager. On va essayer de créer un potager ensemble, tout simplement. Donc, comment créer un potager? Par où est-ce que je commence? Donc c'est important de d'abord commencer par une conception technique détaillée qui va vraiment cibler l'analyse d'impact et explicitement où est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer notre code ou non. Donc non, effectivement, on ne va pas commencer par là. Ça, c'est ce quotidien. J'ai essayé d'oublier pendant mes 9 années de carrière où effectivement, on avait beaucoup de conceptions techniques détaillées, où on essayait de se reformaliser où est-ce qu'on devait partir, où est-ce qu'on devait commencer, par où est-ce que quelle était l'analyse du code, comment on la comprenait, et du coup, par où commencer concrètement dans ce code existant. Finalement, c'est là où je trouve vraiment toute la puissance de TDD, et je vais essayer de le représenter ici, de le reschématiser. Et donc, place au live coding. Du coup, on va commencer par une petite chose, on va essayer de lister des règles métiers au fur et à mesure. Donc la première règle métier qu'on va avoir, c'est, ok, on va faire des semis en plantant des graines. Donc commençons par là. A priori, c'est un départ comme un autre. On peut partir d'où on veut. Et donc, je vais me lancer. Donc, alors, je vais vous présenter en très très grossièrement l'environnement que pas mal doivent déjà connaître. C'est une stack Jeep Starlight qui a été générée. Donc, il y a plein de choses qui existent autour de Jeep Starlight ici qui ont déjà faites. On aura déjà une facilitation sur les tests de composants, par exemple. Il y a déjà tout plein de librairies qui sont mises en place. Il y a plein de choses qui sont setup. Je ne parle pas d'une page blanche, mais en tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a déjà effectivement un bon exemple sur Jeep Starlight sur le sens résultat et environnement de travail que je vous invite vraiment à aller découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Donc on va commencer sur ce petit package de permaculture. Et ici, on va se faire une petite classe. Tac, tac, tac. On va se nommer, je sais pas, crop. Pour l'instant, partons là-dessus. Alors, au niveau du primary, on ne va surtout pas faire ça. On va se le mettre au niveau du domaine pour l'instant. Moi, ce qui va être important, on en reparlera juste après. Je me suis laissé quelques petites choses, quelques petites cheat sheets, c'est pour ça. Hop. Et donc, on se fait glisser une classe crop au niveau du domaine. Tout à fait, pardon. Oui, c'était juste le temps, effectivement, de créer cette classe. D'ailleurs, je vais en créer une deuxième, pardon, par la même occasion. Et du coup, on va se faire un petit test, crop test. Du coup, il sera dans le domaine aussi, ça ira très bien. Et c'est magnifique. Je vais pouvoir passer en mode plein écran. Tac. Tout le monde voit bien? Ok, ça marche. Donc, on va retourner sur, sur cette petite règle métier. Donc, on fait des semis en plantant des graines. Donc, les graines ici, c'est crop. Du coup, je vais essayer d'incarner ceci, finalement, tout simplement, en développant, en incarnant cette règle métier par un test.
rien de plus que ça. Donc faire des semis en plantant de graines. Donc du coup, should get, alors il me semble que c'est plant, si je ne me trompe pas. Non, seeding, pardon. Peut-être là où dans l'Ubiquitous Language, on va utiliser le français, je ne sais pas. En tout cas, should get a seeding when sowing up a crop. Ça, voilà, c'est un démarrage, c'est de se dire finalement, on commence par quelque part, et en vrai, pourquoi pas par ici. Et donc, on va commencer à faire ce genre de choses. Donc, on va essayer de se faire un insert that ici. Et donc, on va semer une graine. Donc, par exemple, on va se faire un petit new crop. OK. Hop. Hop. Point sow. Hop, on a une action. Donc ici, ce qui va être important, déjà, c'est de suivre vraiment tout simplement ce que va nous dicter un petit peu notre IDE. Donc on va y revenir un petit peu ici. Donc ici, quand je fais un crop.so, finalement, ce que je vais incarner, ici, je vais avoir un seeding. OK. Du coup, ça ne compile pas ici. Je vais créer la classe seeding. Tac. Et on va se la mettre toujours dans le domaine. Hop. .isExectInstance of. Et du coup, un seeding.class. Donc là, c'est une façon d'incarner ce test métier. Je vais vérifier si ce test passe ou pas. Hop, normalement il doit passer en rouge, c'est très bien. Et du coup, je vais aller dans crop, j'ai une fonction sow, et effectivement ici, je fais un return new seeding. Et en théorie, j'ai une première étape qui fonctionne. La première étape qui fonctionne finalement ici, c'est de se dire, j'ai été guidé systématiquement, et donc je le remets ici parce qu'on va refaire ce focus sur le deuxième cas qui va arriver juste après. J'ai été guidé systématiquement finalement par par les erreurs de compilation que j'ai introduites dans l'émergence de mon design. Donc explicitement ici, je voudrais juste rappeler ici les trois lois de TD. Donc on va se faire la même chose, on va se faire un insert that ici, tac, new crop, ça, .so, .water, hop, pardon. Donc je vais faire apparaître cette fonction ici. Et donc là, je vais récupérer plant. Hop. Ce plan-là, ça va être une plante en elle-même. Hop. Et donc ça fait une nouvelle classe qui arrive à cet endroit. Et donc je vais me faire la même chose pour l'instant, isExectInstance of plant.class. Hop. Donc là, rien de particulier encore. Donc je repasse mes tests pour vérifier que j'ai toujours cet état rouge qui apparaît. Donc j'ai codé un test qui est très minimaliste. Et ici, je vais y répondre tout simplement en allant donc dans la fonction water. Et ici, je vais me faire un return new plant. Donc, en théorie, j'ai mis l'implémentation vraiment minimaliste pour répondre à cette deuxième arithmétique. Donc, vraiment, là, on arrive sur une notion, finalement, enfin, la notion la plus fondamentale à mes yeux de TDD, qui est exactement l'inverse de la conception technique détaillée d'en amont. C'est pas de se dire, OK, comment est-ce que je vais faire pour maîtriser l'écosystème entier et pour vraiment maîtriser le moindre impact de mes lignes de code. C'est plutôt de se dire, finalement, on prend des questions qui nous arrivent, des règles métiers, des questions qui nous arrivent, qui nous passent par la tête, et on essaye tout simplement de formaliser tout ceci en une compréhension dans un test qui nous servira en plus de spécification et donc de code vraiment de spécification vivante. On essaie de faire émerger le code petit à petit, vraiment avec un filet de sécurité permanent, et se dire, on est sur une notion de baby step, c'est vraiment un petit apport à la fois. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas besoin d'être frustré à se dire, en fait, ça fait pas grand-chose pour l'instant mon code. En vrai, si, ça commence à faire des choses. Ça commence à faire des choses, et petit à petit, on va commencer à construire comme ça une solution qui va grossir, en fait, qui va incarner une fonctionnalité métier complète. OK, on va retourner du coup au niveau du code.
Donc, on a fait apparaître une variété. Par contre, la variété, actuellement, si on met un petit, si on oublie de la mettre, si on l'omet, bah, finalement, on se retrouve avec finalement quand même encore une graine qu'on va essayer de semer et on ne sait pas ce que c'est. Donc ici, ce qu'on est en train de nous dire finalement, c'est que on arrive sur la notion de champ optionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va valider ou non, qu'est-ce qu'on va vérifier ou non, qu'est-ce qui fait vraiment partie intégrante de notre graine. Et donc ici, on va se mettre un petit should not build a crop without variety. Et on va essayer de résoudre ceci très rapidement. New crop nul, donc on va lui passer nul explicitement. Up, instance of missing monetary. Alors là, j'utilise une exception qui vient de Gipster-like, parce qui est implémentée dans Gipster-like. Vous pouvez utiliser vraiment l'exception que vous souhaitez. As message containing variety, c'est juste que je la connais très bien, j'utilise beaucoup au quotidien. Up. Et donc là, ça va être la même chose, on va se relancer les tests. On va se rendre compte que nos tests ne passent pas, donc on va juste implémenter effectivement cette validation obligatoire de l'assertion. Est-ce que la variété est obligatoire ou non? Hop, on résout, on dit oui. Donc on se retrouve avec un test normalement qui commence à fonctionner. Donc on a introduit encore cette étape supplémentaire. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu ici là-dessus, c'est que, ok, on a mis une variété, mais en fait, on ne l'utilise jamais. Donc j'ai vraiment tendance à vouloir essayer d'incarner ce test-là aussi. Should see variety from c'est quoi? C'était depuis un plan qu'on va voir, vraiment, from a plant. Hop. Et du coup, de se dire, finalement, je vais faire mon insert that. Et quand je fais un new crop, et là, ce coup-ci, on va faire, je sais pas, une patate. Voilà, on va semer une patate, potato. Je la sème, je l'arrose, et là, je me retrouve donc avec un plan. Ce plan-là, hop, pardon. On aura du coup une méthode variety qui va pouvoir nous faire get variety, on peut l'appeler exactement comme on voudra pour l'instant pour peut-être améliorer la visibilité avec tous les verbes qui s'enchaînent. Je vais l'appeler explicitement get variety pour qu'on puisse le voir. Donc on se retrouve encore explicitement avec l'IDE qui nous aide explicitement ici. On va dire ok, très bien, on va envoyer une variété qui pour l'instant est un string, ça m'ira très très bien. Et donc on va se faire un is equal de, ce sera une patate. Potato. Personne m'a dit que j'avais mis patato. C'est du franglais quoi, c'est patato quoi. Ok. Donc ici, on se retrouve encore avec un test, avec une petite itération qui ne fonctionne pas. Je vais essayer de la résoudre, la faire passer le plus rapidement possible. Tac, tac, tac. Ici, du coup, on va aller au niveau du saw. Le saw, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de stocker pour l'instant cette variété ici, de la balancer au niveau du ceiling, comme ça on le recrée avec. On fait passer ce constructeur. On a toujours cette variété-là. C'est magnifique. Je fais mon field. Et du coup, dans ma plante, je refile ma variété. Et en fait, je fais rien. Je fais rien. L'IDE, je fais du alt entrée en fait systématiquement. Du coup, c'est quelque chose qui est appréciable pour moi dans la construction itérative, d'aboutir à un design qui ne sera pas du tout le design le plus abouti, le plus parfait, mais qui sera un design qui, a priori, va commencer à fonctionner. Et donc, celui-là, je vais le stocker ici. Et donc, je vais pouvoir avoir mon code minimal ici qui permet de dire, OK, normalement, je peux récupérer ma variété de plantes. Et donc ici, on a commencé à développer quelque chose, de se dire, en fait, on a un processus métier qui est quand même, qui commence à être abouti. On se dit, on peut planter des choses, on peut l'arroser, on peut le voir, visuellement le voir, et en fait, du coup, avoir la variété finalement qu'on a plantée. Donc, on a quand même quelque chose qui commence à être un petit peu, on va dire, entre guillemets, abouti. Il y a quelque chose que j'aimerais justement regarder là-dessus. Alors, et je vais mettre beaucoup de mais et de guillemets ici. C'est qu'en fait, on va faire passer le coverage vite fait. Hop, prendre le crop test. Moi, c'est quelque chose qui était vraiment qui était à des années-lumière de ma compréhension il y a quelques années de ça. Hein. C'est de se dire, mais en fait, vraiment, sur notre projet, on en chie à avoir 30% de code coverage. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 100%? Ce que TDD m'a appris du coup ici, c'est plutôt, alors déjà qu'en fait, le 100%, c'est quelque chose, encore une fois, que je nomme ici de side effect. C'est vraiment un effet de bord. D'ailleurs, je pense que j'ai repris le terme de Colin explicitement parce que je pense que c'est sûr. Mais du coup, il y a vraiment une notion de side effect qui est appréciable en fait. C'est un side effect appréciable. À aucun moment, on a regardé notre code coverage et on s'est dit, il me faut 100%, il me faut 100%, et puis je rajoute mes tests jusqu'à 100%. Jamais on l'a fait. On a juste développé, on a fait émerger le code par les tests, et à la fin, on se retrouve miraculeusement à 100%. Ce qui va m'intéresser là-dessus, c'est surtout savoir que c'est des 100% qui sont pertinents. Et
Et d'ailleurs, cette notion de pertinence, en fait, elle émerge naturellement. D'ailleurs, je pense qu'Uncle Bob le cite explicitement dans les 3 lois TDD. Il le formule un petit peu de la sorte, de se dire, finalement, comme il n'y a aucun code qui a émergé en production sans les tests qui y sont associés, forcément, tout mon code et mon comportement métier est forcément testé par des tests qui sont là, qui sont pertinents. Et c'est finalement de me dire que tous les tests qui sont là, comme ils incarnent un morceau de ma spécification, à chaque fois qu'il y en a un qui va casser, je vais savoir explicitement pourquoi. C'est pas un test, c'est pas n'importe lequel qui a cassé, il cible un comportement métier. Et je sais très bien qu'il y a une action explicite qui a cassé. Et donc, je ne vais pas chercher des impacts particuliers parce qu'en fait, l'analyse d'impact, finalement, c'est les tests qui le font. À chaque fois qu'il y a un impact particulier, elle est là. Donc, cette notion de pertinence, pour moi, elle est hyper forte. Je reviendrai d'ailleurs sur un article de Colin sur le 80 ou 90% de code coverage dans mon code. C'est vrai que c'était une question explicitement que je me posais avant. C'est-à-dire que c'est une question où je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour monter à 60% ou ce genre de choses? Ou alors, quelle stratégie je vais faire pour avoir 100% d'un côté et puis 0% de l'autre ou ce genre de choses? Finalement, ce qui va être très important quand on développe en DTD, pour moi, enfin en tout cas maintenant pour moi, c'est de me dire que j'ai atteint 100%, je sais qu'il est pertinent. A priori, il m'aide au quotidien parce que j'ai vraiment quelque chose qui casse et qui a une raison de casser. Et derrière, je me retrouve avec, pour moi, une frontière entre passer de 100% à 99,9%, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Alors que passer de 90% à 60%, ça veut dire globalement la même chose pour moi. C'est-à-dire que 60%, 90%, je me dis, je ne sais pas vraiment ce qui est testé, je ne sais pas en quoi je dois avoir confiance. Donc, dans tous les cas, j'ai cette notion de confiance qui n'existe pas dans mon code, dans le cas où j'ai un code coverage qui a été apporté un petit peu de manière factice. Et en plus, vouloir le chercher a posteriori, ça va justement créer une notion de non-pertinence qui va être importante. Donc, pour moi, la réponse là-dedans, finalement, de ce side effect-là, c'est plutôt la méthode de travail qui va l'apporter naturellement. Et là où je vais apprécier justement ce qui a été mis en place au niveau, je vais ici, au niveau de Gipsterlight explicitement, ça va être le check, par exemple, au niveau de Jacoco. C'est de dire, OK, je fais une agrégation des rapports de coverage. Et est-ce que c'est radical ou non de mettre 100%? Pour moi, je ne trouve pas. Explicitement, je trouve que non, ce n'est pas radical. Ça aurait été 90%, je me dis, mais pourquoi 90? Ça vient d'où? Alors que 100%, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si je sors de ce 100%, il y a eu un problème dans ma méthodologie de travail qui a apporté effectivement ce résultat non désirable. Il n'est pas trop tard pour le corriger, parce que quand on passe à 99,9, on peut très vite le rattraper. OK. Ensuite, on va récolter les plans. Donc, on va introduire une dernière règle métier ici, de récolte des plans. Hop, je vais enlever ceci. Hop, should harvest. Ça serait should get a fruit when harvesting a plant. OK. Du coup, on va se faire un petit test RZ encore. Et se faire un new crop potato encore. Hop, .so, .water, .harvest. Hop. On va se l'implémenter. Fruit. Hop, la classe n'est pas là. Hop, pardon. Voici, il m'embête ici. Il ne veut pas m'aider à créer ma classe. Mon idée ne m'aide pas. J'ai dû faire quelque chose, c'est pas possible. C'est pas grave. Hop, on va venir justement là-dessus. On va se faire une nouvelle classe. Fruit. Hop, OK. Ici, bon. Qu'est-ce que j'avais fait? En tout cas. Donc pour l'instant, voilà, c'est juste encore une fois des petits exemples sur comment est-ce qu'on peut améliorer, ajouter des choses de manière très itérative. Et ici, je vais me faire un fruit et voilà. En fait, ça, je pourrais le faire pendant finalement autant de fois qu'on veut. À partir du moment où on a des règles métiers, on peut continuer à itérer là-dessus. Maintenant, on va vraiment se proposer cette notion de refacto qui va être importante. Pour moi, le fondamental de TDD, comme je l'ai dit juste avant, c'est la notion de baby step. C'est par exemple pour moi qui viens d'un monde de la conception technique détaillée et de se dire finalement, maintenant je peux me faire confiance et on va y aller par itération. On ne va pas perdre de temps explicitement en process de validation et autres à revoir des choses finalement qu'on a pu faire émerger dans le code et finalement c'est en production directement. Il y a aussi un bénéfice qui est vraiment omniprésent dans TDD, c'est cette notion de phase de refacto. C'est cette notion de confiance de changer, parce qu'actuellement, je me suis en fait construit itérativement un filet de sécurité qui me cadre vraiment la notion de comment mon application doit se comporter.
Et donc ça, c'est une résultante explicite de TDD, d'ailleurs qui est souhaitée, qui fait partie d'une phase à part entière et qui est une des phases les plus importantes. Donc là, je pourrais commencer à faire des choses sur mon design, parce que j'ai des choses qui sont toutes pourries. Je pourrais très bien arriver de choses un peu pourries à des choses encore plus pourries ou autres. Il n'y a pas de formule magique là-dessus. Mais je pourrais commencer à faire apparaître justement cette notion de variété que je déplace un petit peu dans tous les sens, que je me dis, ben, peut-être que je pourrais faire émerger quelque chose là-dessus. Donc, ici, alors pardon, je refais un petit peu une petite opération comme ça. Moi, j'avais envie de faire apparaître ici la notion de vegetable. C'est finalement une sorte de plan au sens. Alors, ça ne veut pas dire explicitement légumes, mais c'est la notion de quelque chose qui est plantable et puis qui va être récoltable dans le temps. Et du coup, de faire apparaître cette notion de variété ici. Donc, je vais mettre le extend de vegetable. Hop, je vais mettre cette classe en abstract. Je vais y balancer la variété là-bas dedans. Hop. Et là, hop. Hop. Ok, j'ai ma variété, j'ai mon vegetable. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que automatiquement, le refacto qui a été opéré, bah, c'est d'instancier la classe dessus. Donc, je peux dégager le variété qui est ici. Là, ça veut dire que le variety, et ben, je vais voir, hop, variety, pas une crop, pardon, je vais mettre le getter ici directement. Hop, un petit getter. Ok. On ne va pas l'appliquer de variety pour l'instant, je crois qu'on l'avait appliqué de variety dans le test. Et ici, déjà, j'ai une petite étape de refacto qui a été franchie. Il ne me semble pas que j'aurai d'erreur de compilation. Je vois que mes tests ils fonctionnent. Bon, pour l'instant, je suis plutôt relativement content. J'ai cette notion de ceiling qui a encore la notion de variété. Donc pour l'instant, bah, je vais encore la résoudre comme ça. Je vais me dire, en fait, j'ai encore un vegetable. OK. Je vais faire le super de variety ici. Donc là, j'ai plus besoin de le stocker. Hop. Et donc là, je vais me faire mon get variety. Et ça va me permettre d'avancer petit à petit dans un petit refacto qui va tendre vers une autre conception, un autre design. Donc encore une fois, on n'est pas du tout sur le fait ici de juger lequel des designs est le meilleur. Il y a certainement encore beaucoup d'autres designs qui sont possibles. Finalement, le but derrière tout ça, c'est de se dire, mais en fait, on peut le faire. Et juste en soi, c'est génial. En soi, c'est excellent. Parce qu'on commence à gagner une liberté, une autonomie de choses qu'on ne voit pas forcément sur des projets un peu legacy. On se dit, mince, j'ai l'impression d'être vraiment pieds et mains liés à ce qui a été fait et je ne sais pas comment me sortir de là. Ici, j'ai vraiment cette notion, finalement, ce code legacy, il n'est pas censé apparaître dans le temps, tout simplement parce qu'en fait, ce code devrait être maintenable. On le souhaite, on l'espère, c'est ce qu'on essaie d'aboutir ici. Et voilà, ici, d'ailleurs, je vais peut-être lui mettre le variety, comme ça je pourrais l'avoir. Hop. Alors, je vais peut-être le tester directement comme ça. Instance of, je vais plutôt lui mettre à la place de ça, je vais faire le harvest. Pardon, je ne l'ai pas implémenté. Ah ben si, je vais le faire comme ça. Get variety. Hop, ça me demande de l'implémenter. Je vais faire ça pour l'instant. Et lui, en fait, je vais directement le mettre en extend de vegetable pour ne pas m'embêter là-dedans. Hop. Et donc, hop, voilà tout. Et donc, je vais toujours retrouver ma patate à la fin. Potato. OK. Pardon, j'ai tout. Dans, hop, get variety. OK. Donc, normalement, j'ai pu aboutir sans trop d'efforts à juste un autre design. C'est-à-dire que j'avais mes 4 classes avant, qui étaient un design comme un autre. J'ai abouti à une autre étape. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est très important. Parce que, encore une fois, TDD, ce n'est pas du tout une silver bullet qui nous permet de comprendre absolument tous les outils de travail dans l'écosystème qui est né finalement de cette culture de l'amélioration, la culture craft et ce genre de choses, donc dans toutes les approches. Ça ne va pas du tout nous apprendre tous les patterns qu'il y a dans le DDD. Ça ne va pas nous apprendre plein de choses. Mais en tout cas, ça va nous donner une liberté d'apprendre à notre rythme des choses qu'on va pouvoir introduire petit à petit et donc faire ces factos, donc changer d'approche et commencer à être évolutif. Je regarde quand même le temps, on gagne quand même du temps. Ok, au top.
Hop. Maintenant, ce que je voudrais apporter, c'est un dernier apprentissage. Alors celui-là, je pense qu'il m'a fallu explicitement 2 ans et demi pour tomber sur la bonne conversation entre plusieurs personnes pour que ça commence à prendre sens dans ma tête. C'est cette notion de qu'est-ce qui est du TDD inside out et outside in. Et donc, ces deux approches qui sont pour moi assez différentes. Peu importe dans quel cadre on l'applique. Le but, c'est de se dire ici, depuis le début, je suis vraiment dans mon domaine. Donc, je suis vraiment au cœur de mon implémentation. À aucun moment, j'ai cerné vraiment du comportement applicatif. Donc, enfin, on a cerné des règles métiers. On a vu qu'il y avait un petit comportement, il y avait ce genre de choses. Par contre, ça n'inclut pas mon application entière au sens, moi je suis dans une stack Spring Boot, mon métier, est-ce qu'il a un feedback explicitement de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là je peux je peux leur faire une démo de ce qui va se passer? Est-ce que je peux leur servir un environnement de travail ou un environnement même de production dans lequel la fonctionnalité va émerger? En fait, il me manque plein de choses, il manque plein de glue explicitement là-dedans. Et donc, on va prendre un petit peu de recul là-dessus. On a abouti à une étape particulière sur l'intérieur, là, explicitement de mon architecture hexagonale. On va essayer de prendre du recul sur le comportement global. Donc, le comportement global, en fait, on va se faire une deuxième boucle. C'est ici où le double loop, pour moi, est important. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler à l'inverse. J'avoue que là, je me suis mis plutôt assez en sentiment de presque mal à l'aise parce que j'ai toujours le besoin, moi, de partir de l'extérieur, de comprendre ce qui est souhaité en comportement applicatif et ensuite de revenir à l'intérieur, donc dans les règles métiers. Là, j'ai plutôt fait l'inverse en me disant, OK, on va commencer vraiment par les règles métiers et ensuite, on va essayer de recadrer tout ça en quel est le résultat final que je suis censé apporter à mes utilisateurs et mes utilisatrices. Donc, comme je vous disais, on est sur une stack Gipsterlight, du coup, j'ai vraiment abusé de ceci, où en fait, on a déjà Cucumber qui est configuré, on a déjà donc, des tests de composants qui sont configurés, on y reviendra plus tard sur cette notion de test de composants. Et on va essayer de faire émerger à nouveau cette partie-là. Tac, tac, tac. Donc, j'ai triché, j'en suis navré. Je me suis déjà préparé pas mal de glue, parce que c'est des choses qui peuvent me prendre un petit peu de temps d'aboutir à quelque chose qui fonctionne. Pour moi, une boucle TDD outside, c'est de l'ordre d'une dizaine de minutes. Donc en fait, ça veut dire que je suis quand même en live coding, je vais quand même perdre un petit peu de temps et ça va pas être très très marrant pour vous. Donc ici, je me suis préparé explicitement 2 étapes de la compréhension métier que je souhaite aboutir. Donc ici, on est vraiment sur une notion Gherkin. Le Gherkin, pour moi, c'est quelque chose qui doit être lisible d'un PO. On est sur un partage de connaissances dans une équipe entière. On doit se comprendre avec des mots, on doit comprendre le comportement de l'application. Et si je lis ceci, en tout cas si mon PO lit ceci, il est censé comprendre ce qui se passe sans que je doive lui décoder un petit peu le qu'est-ce que ça veut dire techniquement, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment tendance à supprimer toute notion technique à ce niveau-là. Donc on est toujours sur du given when then. Explicitement, là j'ai que juste un when et un then. Donc quand je plante une graine, à l'heure, mon jardin a un plan de planter. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, je me situe vraiment dans ce test de composants-là, où on reviendra, en boîte noire de mon application. C'est-à-dire que je suis utilisateur, utilisatrice. Je m'en fous de savoir comment est-ce que c'est fait à l'intérieur. Je compte sur l'équipe de développement pour aboutir au meilleur pattern possible et pour faire en sorte que ça fonctionne, tout ça. Mais moi, je veux comprendre, est-ce que j'ai mon service ou non? Donc là, on est vraiment sur du comportement très très haut niveau, de dire, bah, OK, je plante une graine, à la fin, je suis censé avoir un plan qui est planté, fini. Et donc, j'ai développé ici, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Finalement, je l'ai matérialisé en 2 API REST. Comme je le fais actuellement, je sais que c'est quelque chose qui peut marcher aussi au niveau des services d'une application de l'application service, par exemple. Moi, je le fais toujours au niveau du primary parce que ça va me permettre de faire émerger vraiment toute la chaîne, en fait, toute la cascade de mon architecture hexagonale. Et c'est ça qui va me rassurer, en tout cas, dans l'émergence de ce code-là. De me dire que j'ai rien loupé dans des glues Spring ou autre. Mon application devrait démarrer, ce genre de choses. Donc là, je suis vraiment dans la création. Donc je fais un post sur /API/crops. Et à la fin, je fais un get sur un /API/vegetables. Et je suis censé avoir une salade, parce que j'ai planté une salade à cet endroit-là. Je plante une salade, je suis censé avoir une salade. Là, je suis vraiment en boîte noire. Je suis dans une boucle donc, qui est assez longue. Et donc, je vais aller sur la notion de up, de primary. Je suis déjà préparé le garden ressources et puis je ne voulais pas perdre trop de temps ici à faire ce genre de choses. Donc, je me les suis laissé. Donc, on est vraiment sur la notion de 2 services différents. Un post sur /crops, API, et un get sur vegetables.
Ici, alors je vais faire passer celui-là parce qu'effectivement, il me manque une classe. Rest vegetables, pour l'instant, je vais le mettre au niveau du primary et on y reviendra juste après. Hop, hop. Hop, et celui-là, pour qu'il compile, on va se le mettre en nul. Ça va m'embêter. Déjà, première étape, on peut vérifier encore une fois que notre test garden.future, je vais me le mettre ici. Et donc, là, on est en train de lancer des tests de composants. Dans d'autres environnements, par exemple comme du TypeScript, on utilise du Cypress, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Ici, sur Cucumber, on a quand même une notion de feedback qui est assez lente. Il a fallu que je lance les tests, que ça charge une petite application et tout ça. Ça fait pas mal de choses. Et au final, je me rends compte que j'ai un 400 à la place d'un 201 parce que tout simplement, je n'ai pas implémenté la bonne chose sur mon service. Donc, je vais me lancer dans cette implémentation-là assez rapidement. Hop. Et donc là, ce que je vais vouloir faire émerger, j'ai cette notion de primary dans mon architecture hexagonale, je veux une notion de service. Une notion de service, on va se dire, OK, je vais mettre un vegetables application service. Et je vais l'appeler vegetables. Hop. Je vais créer cette classe, je vais la mettre dans mon application. Hop, bien sûr, ça me va très bien comme ça. Hop. Là, encore une fois, je suis aidé sur l'initializing constructeur. J'ai rien à faire là-dessus. Pardon, pas l'initializing constructeur. Le constructeur paraméteur pour qu'il y ait l'injection de dépendance. L'injection de dépendance d'ailleurs qu'on va pouvoir vérifier tout à l'heure. Vegetables.so de crop to so. On va se le mettre comme ça. Il y a plein de choses qui doivent sauter aux yeux de plein de monde. Hein, mais... Hop, et on s'implémente ce service-là. Pour l'instant, ça m'ira très bien comme ça. J'ai mon crop to so. Et du coup, hop, je suis là-dedans. Je suis dans mon application service. Et là, je vais essayer d'aller au niveau de mon secondary. Donc, dans mon secondary, ça va être mon stockage. Je ne vais pas aller très très loin dans cette partie-là, mais je vais en faire une notion de, j'ai du vegetables. Hop, je vais créer un field qui sera un vegetable port, qui sera mon interface au niveau métier, dans une archi-hexa potentielle. Hop, je vais faire la même chose, private null. Hop, on se l'instancie. On fait, je sais pas, j'ai envie de le nommer save ici, je suis désolé, je ne sais pas exactement pourquoi, mais parce qu'en fait, j'ai ma notion de métier qui est là-dedans. Donc pour l'instant, ce service métier de dire en fait, la graine se transforme en, je sais plus c'était quoi, en un semis. Elle est portée pour l'instant par la graine en elle-même, cette transformation. Donc j'ai envie de le laisser là pour l'instant et de me dire finalement, je vais juste sauvegarder ici ceci dans mon potager. Hop, et du coup, mon seeding qui arrive là. Et d'ailleurs, j'ai même pas besoin que ce soit un seeding. Je vais mettre en vegetable. Ça me va très bien aussi comme ça. Ensuite, je vais pouvoir m'implémenter cette interface-là. Implement. Je vais me faire un in-memory, parce qu'on ne va pas aller plus loin que ça. Bien, très bien. Hop, je vais le mettre au niveau du secondary. Du coup, c'est du stockage. Je vais demander une interface de sauvegarde un petit peu dans mon potager. Et je vais sauvegarder cette chose. Alors, je vais me faire une URL list. Tac, tac, tac. Hop. Vegetable. Je vais en fil plutôt. Hop. Et là, je peux explicitement faire mon vegetables add de vegetable. Donc là, encore une fois, je manque de feedback. Pour l'instant, mon application ne me dit pas grand-chose. Elle ne me dit pas si ça fonctionne ou pas. Ce que je vais pouvoir constater assez rapidement, c'est que, hop, je regarde, OK, c'est qu'elle ne démarre pas. Merci. Du coup, je vais pouvoir me rajouter les annotations qu'il faut bien. Par exemple, un component ici. Je vais remonter au niveau de mon service. Je vais mettre un service. Hop. Donc, ouais, je vais vous passer la chose. Hop, histoire d'avancer là-dessus. Donc, ce test de composants, quand même, il m'apporte une vraie sécurité applicative de manière générale. Hein. Je ne pousse pas un code qui ne démarre pas déjà. En fait, j'ai un test de composants qui vérifie que l'application démarre. J'ai toujours ma bad request ici. Hop. Donc, je vais pouvoir remonter au niveau. Pardon, qu'est-ce que j'ai loupé ici? J'ai mon created. Hop, hop, hop.
Exactement. Merci. Ok, fermez les yeux s'il vous plaît. Non, encore une fois, je devrais faire ça, je devrais vraiment l'implémenter côté primary. Ici, je vais explicitement faire, c'est une design properties, pardon. Oui, tout à fait. Exactement. Un test ArcUnit qui a de faire ça. Pardon. Design. Ah, merci. Hop. On va se relancer ce test-là. On va au moins vérifier que de ce côté-là, on commence à avoir quelque chose qui fonctionne. OK, donc j'ai pu semer une graine. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer au deuxième service ici, qui est sur est-ce que la graine a bien été sauvegardée et est-ce que je peux la récupérer. Je vois le temps qui tourne un petit peu, donc je vais plutôt passer à la suite, comme ça laissera un petit peu de temps aux questions. J'ai certainement trop papoté 2-3 minutes de plus. Le but ici, ça aurait été d'avoir le feedback, de se dire, OK, en fait, l'application fonctionne, mais spoil, ça va être radicalement la même chose. Ici, ce qui va être important à la fin de ce test-là, c'est de se dire, OK, mon application fonctionne de manière générale, et maintenant, je peux encore me lancer dans une phase de refacto, où là, j'ai fait des choses vraiment sales, où j'aurais pas dû mettre ce JSON property du tout au niveau du domaine. J'aurais dû explicitement faire un primary, le mettre au niveau du primary, par exemple, un rest crop to create, ou ce genre de choses. Mais encore une fois, TDD n'est pas du tout lié à votre connaissance des patterns, et c'est pas grave. En fait, c'est plein de choses que vous allez vous-même améliorer au fil de l'eau. Et TDD va vous permettre de vous améliorer. C'est plutôt ça qui est très intéressant à mes yeux, c'est que c'est vraiment une sorte de culture d'apprentissage qui opère grâce à ce genre de pratique. Pour aller très vite sur la pyramide de test, pour moi, cette double loop, elle fait vraiment sens parce qu'il y a deux choses. Plus on monte haut dans la pyramide de test, plus on a de la couverture qui est large, c'est-à-dire qu'en fait, on couvre des fonctionnalités entières et donc, par effet de bord, on va couvrir plein de code. En fait, ça va tester vraiment beaucoup de choses. Par contre, plus le feedback va devenir vraiment lent. Je n'ai pas fait apparaître ici une zone de déploiement ou non. Le pourquoi j'utilise très peu de tests end-to-end explicitement, par exemple là en local, c'est qu'en fait on a besoin d'avoir un environnement si on veut faire du end-to-end. Moi je veux vraiment avoir un test de composants qui me permet en tant que développeur d'avoir du feedback très rapide. Et les tests unitaires, on a vu, on peut en créer 4, 5, on peut en créer en vrai 1000. On peut avoir un combinatoire qui est très explosif dessus. Il y a vraiment une notion de feedback, de se dire est-ce que mon test tourne, est-ce que ma règle est validée, qui est très importante. Et c'est pourquoi cette pyramide de test, en fait, j'aime beaucoup faire du double loop parce que ça me permet d'utiliser au moins deux pans de la pyramide de test qui sont assez opposés. Bien sûr, on va ajouter des tests d'intégration, ce genre de choses. On ne va pas forcément se focaliser là-dessus, sur ce live coding ici. Donc là, en tout cas, pour moi, la pyramide de test, c'est quelque chose que je mets vraiment fortement en relation avec TDD, parce que TDD me permet d'exploiter la pyramide de test un petit peu comme je le souhaite, et c'est ça qui m'aide vachement au quotidien. Et du coup, comme je disais, en fait, on peut vraiment démarrer petit. J'ai beaucoup entendu que TDD, c'était une approche vraiment d'expert. Et explicitement, c'est vraiment le Graal de notre métier. Quand on fait du TDD, je veux dire, c'est en fin de carrière, presque. En fait, pour moi, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment la première chose à apprendre parce que explicitement, TDD va nous donner tout le terreau fertile pour apprendre, grandir sur d'autres approches, sur d'autres aspects, sur des techniques de refactoring, sur ce genre de choses. Et petit à petit, arriver à s'émanciper, à trouver du plaisir et à en récolter nos fruits explicitement. Voilà. Et voilà, tout ce que je voulais dire, c'est finalement merci et puis prenez plaisir de développer et de grandir finalement avec votre code. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Bonjour, merci pour le talk. Moi, je tente de faire du DDD et ce qui se passe, c'est qu'en cours de route, j'ai remarqué qu'on peut faire du TDD quand on sait déjà sur quoi on se projette. Et des fois, c'est pas évident dans tous les projets. Quand on a une user story qui est mal montée et qu'on doit travailler là-dessus, du coup, on a une complexité là-dessus. Et le deuxième élément aussi qui rentre, c'est la dimension technique aussi. On a des choses, on ne sait pas comment les implémenter. Et du coup, on POC un petit peu en direct. Du coup, comment contournes-tu ça, toi, quand tu es dans ce type de situation? Alors,
Pour répondre aux deuxième partie de la question, donc sur le plan technique, moi, c'est pas forcément TDD qui va m'aider. Finalement, TDD m'aide de manière générale dans mon métier. Ça va être plutôt la séparation des separation of concern, par exemple, entre tout ce qui est infrastructure et puis métier. Donc, finalement, c'est plutôt l'architecture hexagonale et les principes similaires qui vont m'aider à me dire, OK, ça, c'est vraiment quelque chose de technologique, à rigueur, que je veux mettre de côté. Ça va vraiment rendre du code plus testable et on va pouvoir s'aventurer beaucoup plus facilement dans la découverte du métier. La première réponse, enfin la première question plutôt, la réponse à la première question sur est-ce que l'user story est prête, est-ce qu'on a bien tous les éléments, est-ce que tout ça, est-ce qu'on se sent sûr sur finalement. En fait, c'est vraiment ça le gain majeur pour moi de TDD, c'est cette notion de baby step. C'est pas grave si c'est pas prêt. En fait, on va vite s'en rendre compte, on va vite devoir poser des questions supplémentaires, on va découvrir toutes les zones d'ombre qu'on a sur la user story que tout le monde pensait qu'elle était cool. On a fait du refinement ensemble, on a fait un backlog refinement. Et en fait, on a certainement loupé 10 questions. Et je me rappelle encore d'avoir travaillé un mois avec Colin explicitement là-dessus. En fait, on va pouvoir explicitement aller harceler notre PO un petit peu, mais gentiment. Hein. C'est de se dire, en fait, c'est trop cool, quoi. Je commence à avoir des zones d'ombre, donc je vais pouvoir poser des questions métiers à mon PO et arriver à redéfinir ceci. Et peut-être que lui-même, il avait des zones d'ombre, et donc on va pouvoir aller plus loin dans cette compréhension métier avec le client. Donc explicitement, c'est plutôt comme ça. J'ai plutôt tendance à vouloir l'ignorer volontairement, se dire, c'est pas grave de ne pas avoir toutes les réponses à toutes les questions. On peut commencer. Et ça aura de la valeur. C'est surtout ça. Merci. D'autres questions? Oh là là, il y en a plein. Je crois que tu avais levé la main avant. On va essayer d'être... Merci Cédric pour la présentation. Moi j'avais une question par rapport aux tests de composants versus les tests avec JUnit directement sur le domaine. Comment est-ce que tu les équilibres? Je crois comprendre que tu commences par les tests de composants. Donc c'est de l'outside in. Ouais. Comment est-ce que tu les équilibres et au final, est-ce que tu te retrouves avec plus de tests de composants que de tests directement sur le domaine ou est-ce que tu en préfères un par rapport à l'autre? J'ai vraiment pas de préférence. Je les équilibre au sens plutôt pertinence. Donc, je commence très souvent de tests de composants, très clairement. J'aime bien commencer par le composant très haut niveau et me dire que ma fonctionnalité, je sais pas, elle aura une fin quand mon test de composant passera vert. Quand ça passe vert, très clairement, je peux push. Et puis, même pour certains, ça peut être même trop. J'attends trop longtemps avant de push explicitement. En tout cas, pour moi, ça me rassure là-dessus. Après, mes tests unitaires, je vais pouvoir les appliquer explicitement au niveau du domaine parce qu'en fait, on aura plein de choses, des contrôles obligatoires ou non à faire. Ça, je ne veux surtout pas faire cette combinatoire au niveau des tests de composants parce que sinon, je vais avoir une maintenabilité qui va devenir folle, ça va être horrible. Donc ça, cette combinatoire, elle est vraiment très pertinente au niveau des tests unitaires qui ont un feedback génial. Ensuite, il y a des règles comme des mappeurs explicitement aussi qu'on peut faire en test unitaire. Encore une fois, c'est du contrôle. Et après, je vais certainement utiliser des tests d'intégration au niveau de ma base de données parce que sinon, je vais avoir trop d'angles morts sur l'intégration avec mon framework, comme par exemple des requêtes custom en base de données avec mes repositories JPA, avec le Liquibase, avec les noms de tables, avec les noms de champs qui sont tous des strings non typés de partout. Et en fait, il y a tout qui peut exploser dans tous les sens. Donc là, explicitement, je vais cibler des tests d'intégration. Donc j'aurai beaucoup de tests unitaires, pas mal de tests d'intégration et quelques tests de composants, mais très très peu de tests de composants. Donc tu ne te retrouves pas avec la redondance entre tes tests de composants? Non. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment un comportement global, le test de composants. C'est un comportement applicatif. D'un point de vue de l'application, qu'est-ce que je suis censé fournir comme service? Mes tests unitaires, ils font plein de choses. Ils valident plein de choses dans le détail, sur des nombres de caractères, sur des types, sur des formats de dates, sur plein de choses. Et eux, ils ont vraiment une combinatoire qui est explosive. D'accord. Merci. Bonjour, merci pour la presse. Bonjour. J'avais à peu près la même question sur l'outside in et inside out. Je voulais aller plus loin sur là ce que tu as proposé sur l'outside in, du coup. Sur du back, ça se prête facilement à du test automatisé. Si on était dans le cas d'une application front, tu ferais comment pour automatiser cette partie user en fait? Ah, c'est encore plus génial sur du front. Parce que presque, je sens que ma conf, elle triche un petit peu parce que j'ai pris du back volontairement. En vrai, quand je fais du Cypress, je trouve que le feedback est tellement instantané qu'il y a encore moins de raisons de ne pas faire de tests de composants. Parce qu'on peut utiliser des tests de composants, pas au sens test de composants Cypress comme ils l'entendent, qui est un composant graphique, mais un test de composant de mon front-end, au sens vraiment, ça part du primary, ça passe dans mon domaine, dans mes services, et ça part vraiment sur une notion, on peut tester Axios, par exemple, les appels HTTP avec. Et donc, en fait, on va moquer plutôt les appels API. Explicitement, je vais avoir mon composant qui est mon composant front encapsulé, avec en plus un feedback qui est quasiment instantané parce que Cypress, à peine on fait un contrôle S, que c'est bon, on a tout qui passe tout de suite en une seconde, que j'ai envie de dire. Donc Merci. vraiment, ouais, sur du front-end, c'est génial. Encore plus. Une petite dernière rapide, si on a... Hop, je me tourne, hop, j'en vois une là-bas.
Merci pour la présentation, Cédric. Ça fait bizarre de s'entendre. Est-ce que tu supprimes des tests unitaires? Et si oui, lesquels? J'en ai pas parlé, effectivement. Alors, plutôt pas. Ce que j'ai tendance à faire, plutôt, c'est de faire émerger après des tests sociaux pour essayer, en fait, tout l'intérêt, finalement, de la maintenabilité des applications, pour moi, c'est à quel point est-ce qu'on a fortement couplé nos tests à notre implémentation. Et les tests sociaux, ici, sont un petit peu, justement, une magie pour éviter d'avoir à trop réécrire nos tests unitaires et à devoir peut-être en supprimer, à en réécrire. En vrai, je ne me retrouve pas à supprimer des tests unitaires, je pense, ou très très peu. Je me retrouve plutôt à supprimer des tests de composants, à me dire mince, non, je suis allé trop loin. Vraiment, ça c'est quelque chose, c'est à la marge, il ne faut pas que je le teste. Mais plutôt pas des tests unitaires. Les tests unitaires que je supprime, c'est si je veux émerger des choses qui sont techniques, du style quand mon application service appelle mon secondary, veut sauvegarder, alors je vérifie que c'est bien appelé. Ça, pour moi, c'est du mock et c'est quelque chose qui est beaucoup trop technique, que j'en ai pas parlé explicitement là-dessus, j'en ai parlé dans mon article. C'est me dire, ce test, vraiment, il n'a pas de valeur. Il peut me servir en tant que TDD à faire des baby steps parce que je suis mal à l'aise dans ma architecture hexagonale, par exemple. Mais à la fin, ils servent à personne. Vraiment, ils servent à personne. C'est des tests techniques, je peux faire supre dessus et pareil. Merci beaucoup. Je suis désolé. N'hésitez pas à aller poser des questions à Cédric après. De toute façon, tu restes dans le coin. On va faire 5 minutes de pause dans la grande salle, histoire de changer. Après, on aura du domain driven design chez Enedis. Pourquoi sinon, vous pouvez toujours aller switcher sur un atelier si vous voulez, avec plaisir, ou juste faire une petite pause. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup.